Et maintenant, annonça Caroline en se levant, cet enfant va monter à l'étage pour se reposer un peu. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Vous resterez ici pour le moment, pas vrai, monsieur Poirot? C'est le meilleur plan, approuva le petit Belge. Ce soir, je souhaiterais que madame, assiste à ma petite réunion. À 21 heures chez moi. C'est absolument nécessaire que vous soyez là. Caroline hocha la tête et accompagna Ursula hors de la pièce. La porte se referma derrière elle et Poirot se laissa tomber sur une chaise. Il soupira soudain et secoua la tête. « Que se passe-t-il » demandai-je. « Oh, il y a des moments où je suis très nostalgique de mon ami Hastings, celui qui vit maintenant en Argentine. Il a toujours été à mes côtés lorsque je devais travailler sur une grosse affaire. Il m'a souvent aidé. Il avait un don pour débusquer la vérité sans le faire exprès. Et puis aussi, c'était son travail de garder une trace écrite des affaires intéressantes. » Je toussautai légèrement, embarrassé. « En fait, commençai-je avant de m'interrompre. Poirot se redressa. « Oui, qu'alliez-vous dire ?»« Eh bien, en fait, j'ai lu quelques-uns des récits du capitaine Hastings et je me suis dit pourquoi ne pas m'essayer à quelque chose du même genre. Cela me semblait vraiment dommage de ne pas le faire. C'était pour moi une opportunité unique, probablement la seule fois où je me retrouverais mêlé à une affaire de ce genre. Je sentis que je devenais de plus en plus incohérent. Poirot se leva d'un bond de sa chaise. J'eus peur un instant qu'il ne vienne m'embrasser, comme c'est la mode en France. Mais Dieu merci, il se réfréna. « Mais c'est magnifique ! Vous avez alors noté vos impressions sur l'affaire durant tout ce temps ?» J'acquiesçai. « Épatant !» s'écria Poirot. « Faites-moi voir tout ça tout de suite !» Je n'étais pas préparé à une telle demande aussi soudaine. Je me creusais la tête pour me remémorer certains détails. J'espère que ça ne vous dérange pas. Il se peut que j'ai été un peu personnel de temps en temps. Oh, je comprends parfaitement. Vous avez fait référence à moi en employant des termes comme ridicule, c'est ça? Ça n'a absolument aucune importance. Hastings aussi n'était pas toujours poli. Moi, je suis au-dessus de toutes ces futilités. Encore quelque peu dubitatif, je mis mon bureau sans dessus-dessous et en sortis une pile de feuilles manuscrites désordonnées que je lui tendis. J'avais fait un récit exact de tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, jusqu'à la visite de Miss Russell la veille. Je le lui confiai et le laissai seul. Je fus obligé de sortir pour m'occuper d'une affaire à quelques kilomètres de là, et il était plus de 20 heures lorsque je rentrai, accueilli par un dîner chaud servi sur un plateau. Lorsque j'allais finalement dans l'atelier, Poirot était assis près de la fenêtre. Les feuilles étaient correctement empilées sur une chaise près de lui. « Qu'en pensez-vous » demandai-je nerveusement. « C'est un récit très méticuleux et très précis » commenta Poirot. « Vous avez noté tous les faits avec justesse et précision, bien que vous ne soyez pas très loquace en ce qui concerne votre participation à ces faits. » « Et cela vous a-t-il aidé ?»« Considérablement. »« Venez, vous, Madame Ursula et moi-même devons nous rendre chez moi pour mon petit spectacle. » Le salon au Mélèze avait été préparé. Plusieurs chaises avaient été apportées de l'autre pièce. Les lampes avaient été disposées pour projeter une lumière claire là où les chaises étaient regroupées, laissant l'autre partie de la pièce, là où Poirot s'assoirait, je présume, dans un crépuscule sombre. Au bout d'un certain temps, on entendit sonner à la porte. « Ils arrivent » dit Poirot. La porte s'ouvrit et le groupe de Fernley s'enfila à l'intérieur. Poirot s'avança et accueillit Mrs. Ackroyd et Flora. « C'est très aimable à vous d'être venus, Major Blunt, Monsieur Raymond. À présent, commençons, mais tout d'abord, j'ai une annonce à vous faire. » Il prit la main d'Ursula et la fit avancer. « Je vous présente Mrs. Ralph Patten. Elle a épousé le capitaine Patten en mars dernier. » Mrs. Ackroyd laissa échapper un petit cri.
Oh, mais c'est absurde! Comment cela pourrait-il être possible? Vraiment, monsieur Poirot, je ne vous crois pas. Flora vint rapidement se placer aux côtés d'Ursula et passa une main sous son bras. Vous ne devez pas nous en vouloir d'être surpris. Nous n'avions pas idée. Ralph et vous avez si bien gardé le secret. J'en suis très heureuse. Vous êtes gentil, Miss Ackroyd, répondit Ursula. Vous auriez tous les droits d'être extrêmement en colère. Ralph s'est très mal comporté, particulièrement avec vous. Inutile de vous préoccuper pour ça, la rassura Flora en lui tapotant le bras pour la réconforter. Ralph était dans une impasse. J'aurais probablement fait la même chose à sa place. Poirot frappa doucement sur la table et alors que le groupe rassemblé prenait place, la porte s'ouvrit à nouveau et Parker, suivi de Miss Russell, entrèrent. « Nous sommes tous au complet, » déclara Poirot. Il lut les noms d'une liste. Mrs. Ackroyd, Miss Flora, Major Blunt, Monsieur Geoffrey Raymond, Mrs. Ralph Patten, John Parker, Elizabeth Russell. Il reposa le papier sur la table. Ceci est une liste des personnes suspectées. Chacun d'entre vous présents ici avait l'opportunité de tuer Monsieur Ackroyd. Je vais commencer par le début. Lorsque je suis venu le premier jour à Fernley Park avec le bon Dr. Shepherd, on m'a montré les empreintes sur le rebord de la fenêtre. Puis, mon regard a été attiré par le petit pavillon et à l'intérieur, j'ai trouvé deux choses. Un morceau de batiste amidonné et un petit tuyau de plume vide. Le morceau de batiste m'a immédiatement fait penser à un tablier de femme de chambre. Lorsque l'inspecteur Raglan m'a montré sa liste des occupants de la maison, j'ai remarqué qu'Ursula Bourne, la femme de chambre, n'avait pas vraiment d'alibi. D'après ce qu'elle m'a raconté, elle était dans sa chambre de 21h30 jusqu'à un peu avant 22h. Mais supposons qu'elle se trouvait dans le pavillon. Si oui, elle avait dû y aller pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, nous avons appris du Dr. Shepherd que quelqu'un de l'extérieur est bien venu à la maison ce soir-là. L'inconnu qu'il a rencontré devant la grille. À première vue, il semblait que notre problème était résolu. L'inconnu était allé dans le pavillon. Le petit tuyau de plume suggérait tout de suite un drogué et une personne qui avait acquis cette habitude de l'autre côté de l'Atlantique. L'homme que le Dr. Shepherd avait rencontré avait un accent américain, ce qui concordait parfaitement avec cette supposition. Mais j'ai dû m'arrêter dans mon raisonnement, car les heures ne correspondaient pas. Ursula Bourne n'était pas dans le pavillon avant 21h30, alors que l'homme devait être là-bas quelques minutes après 21h. Il pouvait bien sûr avoir entendu, mais la supposition alternative était qu'il y avait eu deux rendez-vous différents dans le pavillon ce soir-là. Dès que je me suis interrogé sur cette deuxième solution, j'ai découvert plusieurs faits significatifs. Miss Russell avait rendu visite au Dr. Shepherd le matin même et avait montré beaucoup d'intérêt pour la dépendance à la drogue. En associant ceci avec le petit tuyau de plume, j'en ai déduit que l'homme était venu à Fernley pour rencontrer la gouvernante et non pas Ursula Bourne. Mais alors, avec qui Ursula Bourne avait-elle rendez-vous? Je ne suis pas resté longtemps dans le doute. Tout d'abord, j'ai trouvé une alliance avec, de la part de R, et une date inscrite à l'intérieur. Ensuite, j'ai appris que Ralph Patten avait été vu remontant le chemin vers le pavillon en courant à 21h25. Et j'ai aussi entendu parler d'une certaine conversation surprise dans la forêt près du village ce même après-midi entre Ralph Patten et une jeune fille inconnue. J'avais donc mes faits. Un mariage secret, des fiançailles annoncées le jour de la tragédie, l'entretien orageux dans la forêt et le rendez-vous arrangé dans le pavillon ce soir-là. Incidemment, ceci m'a apporté la preuve d'une chose. Ralph Patten ne pouvait pas être celui qui se trouvait avec M. Ackroyd dans son bureau à 21h30.
Alors qui était-ce? Ce n'était pas Charles Kent qui était déjà reparti. Qui alors? Je me suis alors posé une question très audacieuse. Y avait-il quelqu'un avec lui? En entendant ceci, Raymond protesta avec vigueur. Je ne sais pas si vous essayez de me faire passer pour un menteur, monsieur Poirot, mais la réponse ne repose pas uniquement sur mon témoignage. Souvenez-vous que le Major Blunt a lui aussi entendu monsieur Ackroyd parler à quelqu'un. Poirot hocha la tête. Mais le Major Blunt avait l'impression que c'est à vous que monsieur Ackroyd parlait. Vous savez, depuis le début, j'ai été frappé par ces mots que monsieur Raymond a entendus. Cela m'a paru étonnant que personne n'ait trouvé ça étrange. Vous avez si souvent sollicité mon aide pour des problèmes d'argent dernièrement que je crains qu'il ne me soit impossible de pouvoir accéder à votre demande. N'y a-t-il rien qui vous frappe? Je ne crois pas, répondit Raymond. Il me dictait fréquemment des lettres en utilisant exactement ces mots-là. Précisément, s'écria Poirot. Qui dirait quelque chose comme ça? Maintenant, s'il avait été en train de dicter une lettre. Vous voulez dire qu'il était en train de lire une lettre tout haut? S'exclama Raymond. Mais pourquoi pas? Reprit Poirot. Nous n'avons aucune preuve qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Vous avez oublié quelque chose, l'étranger qui est passé à la maison le mercredi précédent. Le jeune homme n'a pas d'importance, mais la société qu'il représente m'a beaucoup intéressé. La compagnie des dictaphones? Souffla Raymond. Je vois maintenant. Un dictaphone. C'est à ça que vous pensez. Poirot hocha la tête. Monsieur Ackroyd envisageait sérieusement d'investir dans un dictaphone. Moi, j'ai enquêté sur la compagnie en question. Ils m'ont répondu que monsieur Ackroyd en avait bel et bien acheté un à leur représentant. Pourquoi vous a-t-il caché ce fait? Je l'ignore. Ah, il devait avoir l'intention de me surprendre, murmura Raymond. Il voulait le cacher un jour ou deux. Il jouait probablement avec comme un nouveau jouet. Cela explique aussi, poursuivit Poirot, pourquoi le Major Blunt croyait que c'était vous qui vous trouviez dans le bureau. De telles paroles, comme celles qui lui sont parvenues, étaient des fragments de dictée et son subconscient en a déduit que vous vous trouviez avec lui. Mais votre découverte, dit Raymond, aussi brillante soit-elle, laisse la situation inchangée. Monsieur Ackroyd était vivant à 21h30 puisqu'il était en train de parler dans le dictaphone. Cet homme, Charles Kent, est donc hors du coup. Pour ce qui est de Ralph Patten, il est dans une position des plus malchanceuses. Mais s'il revenait, Poirot l'interrompit. C'est donc ça votre conseil, qu'il devrait revenir. Bien sûr, si vous savez où il se trouve. J'en déduis que vous en doutez. Et cependant, je sais tout. La vérité au sujet de l'appel téléphonique, au sujet des empreintes sur le rebord de la fenêtre, au sujet de la cachette de Ralph Patten. « Où est-il » demanda Blunt. « Pas très loin, » répondit Poirot en souriant. « Il pointa du doigt de manière dramatique. Tous tournèrent la tête. Ralph Patten se tenait dans l'embrasure de la porte. Lorsque je fus suffisamment maître de moi-même pour me rendre compte de ce qui se passait, Ralph Patten se tenait près de sa femme, sa main dans la sienne, et il me souriait de l'autre côté de la pièce. Poirot souriait lui aussi et secouait en même temps un doigt éloquent dans ma direction. Ne vous ai-je pas dit au moins 36 fois qu'il était inutile de cacher des choses à Hercule Poirot? Il se tourna vers les autres. Un jour, vous vous rappelez, j'ai accusé 5 personnes présentes de me cacher quelque chose. 4 d'entre elles m'ont livré leur secret, mais pas le docteur Shepherd. J'ai toujours eu des soupçons. Le docteur Shepherd est allé aux Three Boars cette nuit-là, dans l'espoir de trouver Ralph. Il n'a pas réussi à le voir, mais supposons qu'il l'ait rencontré en rentrant chez lui. Le docteur Shepherd était un ami du capitaine Patten, et il arrivait directement de la scène du crime.
Il devait savoir que les choses semblaient très mal engagées pour lui. « Je ferais aussi bien de jouer cartes sur table, intervins-je d'un air piteux. Je suis allé voir Ralph cet après-midi-là. Après avoir d'abord hésité, il m'a parlé de son mariage et de l'impasse dans laquelle il se trouvait. Je me suis rendu compte qu'une fois que le meurtre serait découvert, les soupçons se porteraient sur lui, ou, sinon sur lui, sur la jeune fille qu'il aimait. Cette nuit-là, je lui ai exposé les faits clairement. À la pensée de devoir faire un témoignage qui pourrait incriminer sa femme, il s'est décidé à... J'hésitais et Ralph combla les blancs. « À mettre les voiles, dit-il très clairement. Revenons-en à la conduite coupable du docteur Shepherd, reprit Poirot sèchement. Le docteur Shepherd a consenti à faire ce qu'il pouvait. Il a réussi à cacher le capitaine Patten aux yeux de la police. « Où ça ?» demanda Raymond. « Chez lui ?»« Non, pas du tout, » répondit Poirot. « Où un docteur irait-il cacher un jeune homme? À l'hôtel? Non. Où alors? Ah, j'y suis. Un hôpital, un établissement pour les fous. J'ai décidé de tester ma petite théorie. Je me suis inventé un neveu avec un problème mental. J'ai consulté mademoiselle Shepherd au sujet des instituts psychiatriques. Elle m'a donné le nom de 2 situés près de Cranchester, où son frère avait envoyé des patients. J'ai fait ma petite enquête. En effet, dans l'un d'entre eux, un patient avait été admis par le docteur en personne tôt le samedi matin. Ce patient, je n'ai eu aucune difficulté à l'identifier comme étant le capitaine Patten. Après certaines formalités nécessaires, j'ai été autorisé à l'emmener. Il est arrivé chez moi à l'aube hier matin. Raymond se tourna vers Ralph. « Pouvons-nous savoir votre version de ce qui s'est passé ce soir-là » ? « Vous le savez, dit Ralph. J'ai quitté le pavillon à environ 21h45 et je suis allé me promener en essayant de décider de ce que j'allais faire ensuite. Je dois admettre que je n'avais pas l'ombre d'un alibi, mais je vous donne ma parole d'honneur que je ne me suis jamais rendu dans le bureau. »« Pas d'alibi, murmura Raymond. C'est mauvais. »« Ça facilite pourtant les choses, annonça Poirot d'un ton enjoué. C'est même très simple. » Tout le monde le dévisagea. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Pour sauver le capitaine Patten, le vrai criminel doit tout avouer. Il se pencha en avant et prit soudain un air terrifiant. Moi qui vous parle, je sais que le meurtrier de M. Ackroyd se trouve dans cette pièce à cet instant. C'est à lui que je m'adresse. Demain, l'inspecteur Raglan sera informé de la vérité. Vous comprenez? Il y eut un silence tendu. Au milieu de ce silence, la vieille dame bretonne arriva avec un télégramme. Poirot déchira l'enveloppe. La voix de Blunt s'éleva. « Vous dites que le meurtrier est parmi nous? Vous savez qui c'est ?» Poirot avait lu le message et il froissa le papier dans sa main. « Je sais maintenant. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Raymond. « Un télégramme d'un paquebot actuellement en route pour les États-Unis. » Il y eut un silence de mort. Poirot se leva. « Cette réunion touche à sa fin, mais rappelez-vous, l'inspecteur Raglan sera informé de la vérité dans la matinée. »